La problématique de l'assainissement de notre capitale économique nous interpelle à plus d'un titre et nous avons 50 minutes pour en parler. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, un focus sur les questions d'actualité. Présentation, Paul Philippe. Bonjour mesdames et messieurs, le gouvernement n'a cesse d'appeler les populations à la vigilance, à la prudence préventive face aux dégâts et aux inondations que nous observons chaque année. Mais le décor reste le même avec de nombreuses victimes. À qui la faute ? À l'État, aux populations, à l'environnement ou à la nature ? Autant d'interrogations qui restent sans suite. Heureusement qu'il y a des projets pour le Grand Abidjan. Et cela pourrait être un début de solution. Assainissement du Grand Abidjan, enjeux et perspectives, c'est le thème de notre plateau d'échange ce dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire avec comme invité Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé par Adama Bakayoko et moi-même. Adama, bonjour. Bonjour Paul Philippe. Il y aura également la participation de nos confrères et collègues de RTI1, de l'AIP et de Fraternité Matin. Chers amis, vous pourrez à tout moment intervenir au cours de cette émission. Je voudrais également dire un grand merci au Centre d'information et de communication gouvernementale avec son directeur général, M. Bakary Sanogo, ses collaborateurs, Immaculée Kwasi et Georges Ibrahim Tonkara pour la facilitation. Madame le ministre, je voulais vous proposer quelques centres d'intérêt, si vous permettez. Nous allons faire l'état des lieux dans un début d'émission. Nous allons parler de la salubrité ensuite du partage d'expériences avec le cas de certains pays frères pour voir comment on peut mettre en application ces expériences ici chez nous en Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer tout de même, je voudrais permettre à Adama Bakayoko de nous présenter davantage Madame le ministre, qui est notre invitée. Oui, Madame le ministre, Anne-Désirée Ouloto a un parcours scolaire, universitaire, professionnel et politique bien fourni. Ancienne élève du lycée du cycle primaire Notre-Dame du Plateau, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto a successivement été pensionnaire du Petit Bahut, collège moderne des jeunes filles, et du Grand Bahut, lycée moderne des jeunes filles, c'est à Boaké. Après l'obtention du baccalauréat, elle a été à la faculté de droit, enseignante également à Notre-Dame de la Paix du Plateau. Retour en faculté d'où elle sort diplômée en management de gestion des entreprises, option négociation et gestion des litiges. Pour le parcours professionnel, elle a été assistante de direction du directeur juridique et plus tard du conseil d'administration de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en arrêt de 2000 à 2005, chargée d'études au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2006 à 2007, chargé de la politique du genre en milieu universitaire, chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2007 à 2011, toutes choses qui lui ont valu, bien sûr, des fonctions gouvernementales. Elle a été ministre de la salubrité urbaine de 2011 à 2012, ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant de 2012 à 2016, ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement de janvier 2016 à janvier 2017, ministre de la salubrité de l'environnement et du développement durable et porte-parole adjoint du gouvernement de 2017 à juillet 2018. Elle a également été vice-présidente de la conférence des ministres africains de l'environnement, CEMAE, présidente du bureau de la conférence des parties à la convention en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières, COP12, présidente de la conférence des parties à la convention du Bamako, COP2, puis ministre, enfin, actuellement, de l'assainissement et de la salubrité depuis juillet 2018. Au plan politique, Anne-Désirée Ouloto a été secrétaire national chargé de la solidarité du RDR de 2006 à 2011, porte-parole principal du candidat du RDR Alassane Ouattara en 2010, député de tout le Pleu de 2011 à 2016 et depuis 2016, secrétaire général délégué du RDR chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement et chargé des régions du Gaumont et du Cavali, membre fondateur du RHDP, Parti unifié, à l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu récemment en juillet 2018. Voilà, Paul Philippe, je vous laisse notre invité. Merci à vous, Adama Bakayoko. C'est bien vous, madame le ministre? Ben oui, je crois que vous avez cherché, vous avez trouvé. D'accord, n'est-ce pas? J'étais déjà essoufflé à la place de Adama Bakayoko, tellement c'était long. Alors, madame, tout de suite, on va vous permettre d'introduire cette rencontre d'échange. Merci, Paul Philippe. Merci, Adama Bakayoko. Je voudrais
très sincèrement remercier la Radio Côte d'Ivoire pour cette belle opportunité que vous offrez au gouvernement de nous adresser aux Ivoiriens et de parler de choses qui les intéressent, l'assainissement. L'assainissement en Côte d'Ivoire, mais surtout les problématiques donc, liées à l'assainissement dans le Grand Abidjan. Je voudrais également saisir cette tribune pour rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et pour remercier le Premier ministre, mon chef, le chef du gouvernement, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne, afin de me confier le ministère de l'assainissement et de la salubrité. Je considère là qu'il s'agit d'une mission d'intérêt national qui naturellement nécessitera rigueur, engagement et efficacité. Je mesure l'ampleur de la tâche et c'est d'ailleurs à ce titre-là que j'ai répondu favorablement à votre invitation parce que nous sommes au service des Ivoiriens et nous voulons, à notre manière, contribuer à l'amélioration du cadre de vie et faire en sorte que les Ivoiriens vivent en toute saison de l'année dans une situation de quiétude et de sécurité. Merci Madame le ministre pour cette introduction. Mais Adama vous l'a dit dans la présentation, vous êtes reconduite au gouvernement depuis quelques jours déjà. Qu'est-ce qui change véritablement dans vos nouvelles fonctions? Je suis, depuis juillet 2018, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, pendant que, anciennement, j'étais ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Désormais, le Premier ministre a estimé, avec le soutien et sous l'autorité du président de la République, de créer un cadre de gestion globale de tout ce qui concerne les déchets, qu'il s'agisse des déchets solides pour la salubrité ou des déchets liquides pour l'assainissement. Donc désormais, nous avons en charge l'assainissement et la salubrité, tout ce qui donc constitue la gestion de nos déchets liquides en milieu urbain et en milieu rural, mais également la question des déchets solides en milieu urbain et partout en Côte d'Ivoire, y compris la question de la lutte contre les nuisances, notamment les nuisances sonores, la quiétude de la vie en communauté de la population. Donc voici aujourd'hui les nouvelles missions que le Premier ministre a bien voulu me confier depuis juillet 2018. Alors l'état des lieux qui ne doit pas être certainement reluisant, est-ce que vous n'avez pas une certaine pression avant d'aborder tout un programme que se veut l'assainissement et la salubrité? Une pression, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une pression. Je pense plutôt que... C'est un challenge. C'est un challenge, d'autant plus que le président de la République a décidé de faire des questions donc, de l'amélioration du cadre de vie, mais notamment les questions d'assainissement et de lutte contre les inondations, une priorité pour le gouvernement. Donc nous arrivons à une période importante de l'action gouvernementale, qui est une action prioritaire et qui consistera à faire en sorte que les Ivoiriens vivent bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la saison, n'est-ce pas? Et que le gouvernement donc s'emploie à travailler avec efficacité pour résoudre les problèmes qui se posent aux Ivoiriens. Donc aujourd'hui, nous sommes en mission. Et lorsqu'on considère qu'on est en mission, on doit travailler, je vous l'ai dit, avec rigueur et efficacité. Ce qui nécessite donc de l'assiduité, de la pertinence dans nos initiatives, la mise en œuvre de nos politiques et stratégies, le renforcement des capacités de tous nos collaborateurs, leur disponibilité, l'écoute des populations, n'est-ce pas, pour répondre de façon précise en apportant des solutions concrètes aux problèmes des Ivoiriens. C'est un challenge que nous pouvons relever. Adama? Oui, on va tout de suite aller, Madame le ministre, avec votre permission, sur le terrain.
pour parler d'assainissement. Et il y a un an de cela, au quartier Angré-Château, il y a eu inondation, plusieurs morts, des dégâts matériels. Et à cette occasion, nous avons interrogé les quelques victimes qui se plaignent d'un riverain qui a carrément construit une clôture sur le passage de l'eau. On va écouter l'élément. Là où il a construit, c'est le lit de l'eau. C'est un bassin. Donc il a fait une clôture et il a remblayé. Ça empêche l'eau de rester dans le bassin. Au fur et à mesure que l'eau monte, ça arrive chez nous. Quand il pleut un peu seulement, on ne peut plus dormir. On est obligé de rester debout. On ne sait pas parce que l'eau de la Bobo jusqu'à Belleville, l'eau là circule ici. Et ce monsieur, il a bloqué les deux voies. L'eau n'arrive pas à circuler. On a perdu même deux voitures qui sont restées dans l'eau. Les deux voitures sont gâtées parce que c'est resté au dehors et puis l'eau est venue inonder. Donc les deux voitures sont complètement gâtées au jour d'aujourd'hui. Bon, pour le moment, on crie à l'État pour que l'État vienne en aide. Parce qu'on a passé par tous les moyens. Bon, on arrive à... Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? En 2014, on allait au ministère de la construction. Bon, on nous a dit qu'il revenait. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Après, encore, on est allé à la mairie de Cocody. On nous a dit, bon, d'aller voir le ministère. Bon, jusqu'à là, bon, rien. Bon, nous, on pense que, bon, si l'État peut pas, nous, on va le faire. On va se lever pour casser. Nous, on peut pas attendre aussi parce que des maisons coulent. On peut pas rester là à être abattu toujours, non. Et garde le sourire parce que j'ai la foi et je me dis que ce problème va être résolu parce que il peut pas être au-dessus de tout le monde. Voilà, madame, vous avez écouté déjà ce reportage. Première réaction? Je vous remercie. Je voudrais saisir également cette opportunité donc, de cette rencontre pour m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous nos disparus, au nom du gouvernement, au nom du président de la République encore une fois, parce que nous avons tous déploré donc, ces pertes en vies humaines, ces dégâts matériels que nous aurions pu éviter. Et pour revenir à la réaction de nos frères ivoiriens que vous avez bien voulu interroger dans le cadre de cette émission, je retiens une chose, la prise de conscience de nos mauvais comportements. Ils dénoncent l'installation illégale, anarchique, en tout cas inappropriée de ce bâtiment, le comportement d'un citoyen qui, selon eux, a bloqué les deux voies. Et ce qu'ils appellent les deux voies, c'est la route de l'eau, tout simplement. Ce sont certainement des caniveaux, ce sont certainement des espaces réservés, interdits à la construction, qui se sont retrouvés malheureusement obstrués par le comportement d'un citoyen. Quelles sont les leçons à tirer? Que faut-il faire? Le gouvernement, à travers le ministère de l'Assainissement et tous les autres ministères concernés, les ministères transversaux, dont le ministère de la Construction, s'emploie aujourd'hui à rétablir le chemin de l'eau. La nature est ainsi faite. Et il faut respecter la nature. Les ouvrages d'assainissement et de drainage qui ont été construits pour faciliter le drainage des eaux de pluie et d'autre part faciliter également l'écoulement des eaux usées, c'est-à-dire les eaux que nous déversons dans nos différents lieux d'habitation ou de travail après utilisation. Ces eaux-là, qu'on appelle les eaux usées, doivent également avoir un traitement approprié à travers des canalisations dédiées. Alors, je répondrai pour conclure que cette interpellation concerne tout le monde, les citoyens, le gouvernement, les collectivités. Chacun doit faire son travail. Le gouvernement doit faire en sorte que les emprises, les ouvrages, etc. soient respectés, protégés, construits. On en parlera certainement tout à l'heure. Un vaste projet d'investissement en la matière en vue de réaliser des ouvrages d'assainissement appropriés pour la gestion des eaux usées, pour la gestion du drainage des eaux de pluie, sont prévus à travers les schémas directeurs d'assainissement. Je terminerai donc pour dire qu'en ce qui concerne le concitoyen, nous devons changer de comportement. Nous devons être plus respectueux de notre environnement et respectueux des ouvrages d'assainissement mis à la disposition par l'État de Côte d'Ivoire et enfin par les collectivités qui devront être de bons relais pour le gouvernement afin d'accompagner la sensibilisation et l'éducation au changement de comportement. Alors, on vous a déjà vu à l'œuvre au niveau de la salubrité, ce qui vous a valu le surnom de Maman Bulldozer. Je sais que c'est une autre politique que vous allez mettre en place pour l'assainissement. Mais à un moment donné, est-ce que l'État n'a pas laissé faire les choses? Aujourd'hui, on déplore des morts, on s'incline, c'est vrai. Mais l'État, à un moment donné, a fermé les yeux sur certains ouvrages.
Parce que qui donne finalement les autorisations, Madame le ministre? C'est vrai que c'est une problématique transversale et qui engage la responsabilité de plusieurs parties prenantes, de plusieurs acteurs. C'est une chaîne. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites est-ce que l'État n'a pas fermé les yeux. Vous-même vous dites, Madame le ministre, vous vous appelez Maman Bulldozer. Et Maman Bulldozer a été une appellation donc, des Ivoiriens par rapport à des actions, des initiatives que nous avons prises dans le cadre de notre action gouvernementale. Qui a été appréciée. Ça veut dire que l'État n'a pas fermé les yeux. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation? Vous savez que notre pays a connu une longue période de crise où ces questions-là n'étaient pas vraiment des priorités. Ce qui était des priorités, c'était le retour à la normalité, la démocratie, les crises post-électorales qu'il fallait régler entre 2010 et 2010. Au-delà, vous aviez la situation socio-économique de manière générale dans le pays. Donc, c'est une suite de difficultés depuis plusieurs années qui nous a entraînés donc, à cette situation, qui n'a pas permis à l'État justement d'investir de façon efficace. Là où il fallait investir, c'est un secteur qui a connu beaucoup de retard, il faut le reconnaître. Et puis, la situation du pays, de manière générale, où l'autorité de l'État était très faible, pas suffisamment représentée, a fait la place à l'incivisme et au diktat de certains citoyens qui n'étaient pas des Ivoiriens nouveaux. Tout cela, aujourd'hui, crée un cadre complexe de la gestion de ces questions, donc d'assainissement, d'insalubrité, qui malheureusement sont impactés par l'incivisme des populations. Mais fort heureusement, avec l'engagement du président de la République et la détermination du Premier ministre, nous avons des réponses appropriées, des stratégies, des politiques. Nous avons réalisé des études, des schémas directeurs d'assainissement existent. Une lettre de politique sectorielle en matière d'assainissement a été donc adoptée. En ce qui concerne les questions de salubrité, une réforme est en cours dans le secteur. Il nous suffit aujourd'hui de permettre à l'État donc de poursuivre sa politique d'investissement dans ce secteur, mais également aux populations de s'approprier cette nouvelle vision en devenant des Ivoiriens nouveaux, en changeant de comportement, en facilitant donc la mise en œuvre de ces politiques. Croyez-moi, si nous le faisons tous avec la même détermination et le même engagement, dans un délai très court, nous verrons les premiers résultats. Oui, l'assainissement toujours. L'assainissement toujours, peut-être parler maintenant de cette politique-là. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la nouvelle vision du gouvernement, ce qui concerne l'assainissement? La nouvelle vision du gouvernement, c'est d'abord l'efficacité. Et cette efficacité, nous voulons la développer à travers la mise en œuvre de la politique qui a été élaborée en la matière. Quelle est cette politique-là? Une lettre de politique sectorielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été élaborée par le gouvernement, avec la réalisation de schémas directeurs du Grand Abidjan, mais également d'une quinzaine de localités de l'intérieur du pays. Quand on parle de schéma directeur d'assainissement, c'est le cadre de gestion de la problématique de l'assainissement dans une localité donnée. Ce qui veut dire que sur Abidjan, les problèmes sont connus. Et à travers ces problèmes, quelles sont les solutions qui ont été identifiées? La réalisation d'ouvrages d'assainissement. Je vous donnerai un exemple beaucoup plus simple pour vous permettre de bien comprendre. Lorsque vous voyez la problématique de la gestion de ce que nous appelons le carrefour de l'Indénié ou du bassin versant du Gourou, depuis 2013, à partir d'études, le gouvernement a réalisé 7 barrages écrêteurs de crues pour protéger les bassins d'orage, pour retenir les déchets qui se déversent du nord de ce bassin versant du Gourou vers la lagune au niveau de l'Indénié, pour retenir les eaux en période de crue. Et vous avez vu que pendant un moment important, on avait vécu des inondations au niveau de l'Indénié. Cette situation, malheureusement, on l'a vécue cette année, mais 2 ans en arrière, nous avions eu la paix. Et donc, ce que nous devons aujourd'hui prioriser, c'est la mise en œuvre de cette politique de gestion de nos stratégies
et de notre schéma directeur, réaliser les ouvrages qu'il faut renforcer, les entretenir. Lorsque nous n'avions pas eu d'inondation, qu'est-ce qui s'était passé? Les bassins ont été curés, les bassins d'orage agressés par les habitations illégales et anarchiques ont été détruits, ces bassins libérés, le couloir de l'eau a été libéré. Quand vous prenez la zone de la Riviera 3 à Labra, qui n'avait pas connu non plus d'inondation, le bassin au niveau de Bonoumé avait été correctement curé, des ouvrages d'assainissement ont été réalisés, visibles au niveau de l'église Sainte-Famille jusqu'à la Riviera Golfe. Tout cela pour faciliter le drainage des eaux de pluie. Le gouvernement avait fait des efforts, il a fallu des études complémentaires et désormais le schéma directeur d'Abidjan est terminé avec la nécessité de réaliser les ouvrages complémentaires qui pourront nous éviter désormais ce que nous connaissons au niveau de la rue Ministre à la Riviera 3, avec la réalisation d'autres barrages. Bientôt, nous irons à une table ronde des bailleurs pour rechercher les financements. Donc, c'est une question aujourd'hui d'approche technique que nous avons, mais également d'investissement financier. Et le gouvernement veut se donner les moyens. Donc, pour résoudre la question de l'assainissement du Grand Abidjan, il faut mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement qui prendra en charge d'une part le drainage des eaux de pluie, mais il ne faut pas l'oublier, la gestion des déchets liquides en ce qui concerne donc l'assainissement en milieu urbain et la question donc de l'assainissement collectif ou individuel. Nous avons également toute une série d'initiatives pour raccorder les ménages au collecteur de base. Le collecteur de base, c'est ce grand collecteur qui reçoit tous les déchets liquides des ménages. Et à ce niveau, il faut continuer donc ce travail qui a été arrêté depuis plusieurs années déjà, en collectant à nouveau les autres ménages non collectés à ce collecteur de base, afin d'éviter que les eaux usées ne se retrouvent dans les canalisations destinées aux eaux de pluie ou dans la rue, avec toutes ces mauvaises odeurs que vous voyez par endroits. Donc il y a aujourd'hui toutes ces initiatives qui sont pour le gouvernement prioritaires. L'État s'est donné les moyens, a fait des études. Le schéma directeur est adopté depuis 2018, avril 2018 par le gouvernement. C'est une grande avancée. Il nous faut des ressources et le gouvernement a donné son autorisation pour la table ronde des bailleurs qui aura lieu avant la fin de l'année afin de réaliser tous ces ouvrages. Alors donc, à vous entendre avec cette table ronde, avec les donateurs, juin 2019 à Abidjan sera quoi au plan assainissement? Juin 2019, pour le gouvernement, doit être une période paisible pour les Ivoiriens. Inondation zéro? On ne peut pas éviter les inondations parce que vous avez le facteur climat qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas du président Ouattara, qui ne dépend pas du Premier ministre Amadou Gon. Voyez-vous, à la faveur de ces saisons de pluie, vous avez pu voir partout dans le monde, en Afrique, dans les pays dits riches, en Europe, aux États-Unis, en Asie, de grandes inondations. Donc nous devons aujourd'hui compter avec ce facteur climat. Mais ce qui est important, c'est de nous prémunir de la résilience, de travailler à cette résilience, et réduire les impacts de ces inondations sur les populations. Éviter d'avoir des morts pendant les inondations. Éviter de mettre les familles en difficulté avec le lot de dégâts matériels. C'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que nous pouvons éviter les pertes en vies humaines? J'ai dit oui. Est-ce que nous pouvons éviter les dégâts matériels? On peut réduire les dégâts matériels lorsque les voitures sont inondées, parce qu'on se déplace pendant la période des saisons des pluies, etc. Ce sont des choses qu'il faut préparer par la sensibilisation, afin que chaque citoyen s'organise et sache quel est le bon comportement à avoir pour éviter de perdre des biens matériels. Comment éviter de perdre sa maison? Tout à l'heure, le concitoyen, dans sa réaction, a dit « Nous allons casser ». Si le gouvernement ne peut pas nous-mêmes, on va casser. C'est cela qui m'a valu ce que vous avez dit, Maman Bulldozer. Mais il faut faire ces opérations de mise à niveau malgré la volonté des populations. Il faut faire leur bonheur malgré eux. C'est très difficile lorsque vous vous êtes entêté. Pour construire, bâtir votre maison, vous avez fait des économies et vous allez bâtir dans une zone inondable. Au mépris quelquefois des injonctions et du refus de l'administration. Quand vous contournez la loi, vous êtes rattrapé par cette loi.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons courageusement prendre ces mesures. D'ailleurs, dans le cadre de cette dernière catastrophe que nous avons connue, sous l'autorité du président de la République, un conseil national de sécurité a été dédié à la question de l'assainissement et de la lutte contre les inondations. Le président de la République s'est déplacé pour apporter sa compassion aux concitoyens, mais pour constater de ses yeux, avec l'ensemble du gouvernement, la gravité des dégâts. Et à l'issue de ce conseil national de sécurité, il a donné des instructions pour que des mesures objectives et efficaces soient prises afin de libérer le chemin de l'eau et de procéder à la destruction de tous ces bâtiments qui sont installés là où il ne le faut pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous n'avons pas le choix. Nous devons agir sans état d'âme. C'est pénible, c'est très difficile, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons éviter des morts, comme vous le dites, en 2019, et nous allons éviter ces morts en 2019, croyez-moi, la rigueur et l'efficacité nous sont exigées par le Premier ministre et nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de mort en 2019. Ce sont les instructions du président de la République. Alors Adam, on le sait, l'assainissement non maîtrisé appelle fortement les inondations et puis la conséquence c'est les déguerpissements. Madame a fait le tour des 3 questions. Je pense qu'on va boucler avec ce premier chapitre. Oui, peut-être avec l'élément qu'on avait prévu, parce qu'on a mis le pied dans le plat déjà. Madame a bien planté le décor. Le gouvernement a été très réactif en juin 2018, cette année, après l'inondation. Une situation d'ailleurs que nous décrit notre reporter Jérôme Kouakou qui était sur le terrain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est arrivé en personne au cabinet du ministre de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 15 morts sont annoncés, les dégâts matériels sont énormes. Les services de secours sont encore sur le terrain pour évaluer l'ampleur des sinistres. Un conseil de gouvernement se tient à la primature pour faire l'état des lieux et envisager des mesures urgentes. Le ministre de l'Intérieur annonce une rencontre avec l'ensemble des maires du district d'Abidjan pour maîtriser le point par commune. Ensuite, une visite de terrain qui permettra de constater de visu les dégâts provoqués par la pluie. En attendant, toutes les zones à risque doivent être automatiquement libérées, annonce le ministre Sidiki Diakité. Le point n'est pas exhaustif puisque les choses évoluent très vite. Voilà, Paul-Philippe, Madame le ministre, ce reportage de Jérôme Kouakou qui était sur le terrain. On a vu vraiment le gouvernement à l'œuvre. La solidarité gouvernementale a encore parlé. Le chef de l'État lui-même s'est même déplacé. Absolument. Vous savez que le président de la République tient à la quiétude de ses concitoyens. C'est une priorité et il a vécu cette période de catastrophe, de crise pendant la saison des pluies avec beaucoup de consternation. Vous vous souvenez que le président de la République se trouvait hors du pays. Il a mis fin immédiatement à sa mission hors du pays. Il est rentré en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour soutenir les familles endeuillées, mais également apporter sa compassion, tout son soutien à tous les sinistrés. Madame la Première Dame elle-même a également mis fin à une de ses missions hors du pays. Elle est venue, elle a rendu visite à ses concitoyens, à ses frères et sœurs, pour toucher les problèmes du doigt, pleurer avec les familles, partager leurs souffrances, leur désolation. Cette situation avait, je peux vous l'assurer, beaucoup affecté le gouvernement. Okay. Et puis, nous avons répondu, mais nous ne voulons pas être des médecins après la mort. Nous voulons que les Ivoiriens vivent heureux. En saison des pluies, comme en saison sèche. Nous ne voulons pas que les Ivoiriens meurent à cause de la pluie. Vous savez, la pluie, c'est une grâce dans une nation. Nous sommes un pays agricole et nous voulons qu'il y ait des pluies pour réguler le cycle agricole, pour permettre à nos produits vivriers, à nos produits agricoles d'être toujours en tête de peloton partout dans le monde. Mais nous devons apprendre à vivre avec la pluie. Nous devons tenir compte et respecter donc les contraintes environnementales. Nous devons respecter les contraintes liées au changement climatique. La Côte d'Ivoire est partie à l'accord donc de Paris sur le climat et nous devons aujourd'hui créer les conditions de résilience. Nous devons nous adapter. C'est la raison pour laquelle je réaffirme ici l'engagement et la détermination du gouvernement à faire en sorte que les Ivoiriens soient mieux informés, bien sensibilisés, et que les Ivoiriens s'engagent au changement de comportement. Nous allons prendre les mesures, les renforcer même, afin de libérer le chemin de l'eau, afin de faire en sorte que tout ce qui entrave donc les écoulements des eaux de pluie pendant la saison des pluies donc soit mis hors d'état de nuire. Nous voulons renforcer notre dispositif donc d'assainissement avec
les ouvrages d'assainissement, par la mise en œuvre de notre schéma directeur d'assainissement. Nous voulons améliorer le quotidien des Ivoiriens en créant, n'est-ce pas, des infrastructures en charge donc, de la gestion des eaux usées, mais nous devons également dans le même temps mieux gérer nos déchets ménagers. C'est la raison pour laquelle nous entreprenons de façon concomitante une grande réforme dans le district d'Abidjan. Et dans les semaines à venir, tout va changer parce que de nouveaux opérateurs viendront avec une politique très offensive, volontariste, moderne pour mieux maîtriser la gestion des déchets, pour les valoriser et pour faire en sorte que nous n'ayons plus ces images de dépôts sauvages d'ordures, de caniveaux obstrués par les déchets. Tout cela va changer à Abidjan. Il faut rendre hommage au président de la République qui sait ce qu'il faut pour que ses concitoyens vivent heureux et en bonne santé. Mais justement, parlant d'assainissement, madame, on a vu déjà des déguerpissements qui ont eu lieu. Il y a eu le cas de l'abattoir. Les réseaux sociaux en ont fait un large écho des habitants qui dorment dans les cimetières. Comment ça se passe quand on doit déguerpir? Qui indemnise et qu'est-ce que les ayants droit gagnent? Honnêtement, on ne peut pas vous avoir et ne pas parler de ce cas de Port-Boué qui a fait jaser. Oui, mais il faut remonter pour revenir à votre élément. Vous avez dit que le Premier ministre est rendu au ministère de l'Intérieur, où étaient regroupés les membres du gouvernement concernés par la problématique, avec les maires, le gouverneur d'Abidjan, parce que tout simplement, c'est une affaire qui concerne tout le monde. La mobilisation de toutes les parties prenantes, afin que chacun fasse ce qu'il a à faire. Pour revenir donc à Port-Boué, on l'a dit tout à l'heure, il faut prendre des mesures. Il faut les appliquer sans état d'âme, parce qu'il s'agit de sauver des Ivoiriens. Et nous avons sauvé des Ivoiriens grâce au district d'Abidjan, qui, dans le cadre de ses activités, a procédé donc à la libération des emprises dans la zone du Port-Boué pour éviter que des familles entières, n'est-ce pas, se retrouvent endeuillées à cause justement de ces intempéries-là. Voyez-vous, il y a quelques années, dans la même commune de Port-Boué, des populations illégalement installées en bordure de mer, dans le cadre des phénomènes d'érosion côtière et donc des phénomènes climatiques, dans la nuit, ont été tout simplement engloutis par les eaux. Des familles ont été englouties et des enfants sont morts. J'étais à cette période-là, je crois que ça devait être en 2015, ministre de la Famille. Et j'ai été apporter la compassion du gouvernement. C'est pour toutes ces raisons que le gouverneur du district a procédé donc au déguerpissement de ce quartier précaire pour éviter justement qu'on ait des familles endeuillées pour raison donc de problèmes de climat ou d'intempéries. Voyez-vous, c'est une question de responsabilité. Et dans le même temps, vous voyez, ces familles sont installées sous des lignes de haute tension dans ces quartiers. Vous savez, les conséquences que cela peut avoir, électrocution, incendie. Comment voulez-vous que le gouvernement regarde cela sans rien dire, avec indifférence? Ce n'est pas possible. Il s'agit là d'une question de responsabilité. Le président de la République a été élu par les concitoyens et il s'est engagé à les protéger et à leur offrir un cadre de vie décent. Cela procède donc de cet engagement du président de la République, faire en sorte que nous puissions éviter à nos concitoyens des situations catastrophiques et dramatiques. Le gouvernement, en tout cas le district d'Abidjan, a bien agi. Il n'y a pas eu que Port-Boué, il y a eu d'autres localités. Avant, pendant, maintenant, nous allons poursuivre ces opérations de manière à anticiper. Mais je voudrais en profiter pour lancer un appel à nos concitoyens. Voyez-vous, une chose est de déguerpir, mais une autre est de maintenir ces lieux déguerpis inoccupés de manière définitive. Cela pose le problème de la recolonisation de ces sites. Dès lors que la saison des pluies est passée, tout le monde se dit non, c'est fini, la saison des pluies est passée. Je reviens encore. Et lorsque vous les interpellez, Madame le ministre, je vais aller où? Je vais rester ici en attendant. Quand la pluie va venir, on va voir. Non, on ne doit plus voir, on ne doit plus attendre que la saison des pluies revienne. Il faut que chaque chef de famille, il faut que chaque adulte
responsable de famille protège ses enfants. Comment? En choisissant des lieux dédiés, en évitant d'habiter dans des zones à risque, dans des zones inondables, en changeant tout simplement de comportement. D'accord. Avec le ministère de la Construction, nous allons renforcer le contrôle et la sanction. Parce qu'un chef de famille qui met sa famille en péril en décidant de vivre dans une zone à risque, on ne peut pas l'accepter. Donc la sanction et le contrôle seront renforcés parce qu'il faut nécessairement protéger ces familles-là et éviter de les laisser vivre dans des zones à risque, sous les lignes de haute tension. Il faut essayer de protéger également nos ressources en eau. Voyez-vous, quand vous regardez à la périphérie d'Abidjan, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons les champs captants qui sont complètement agressés par les habitations anarchiques, malgré les injonctions du ministère de la Construction. Je voudrais également déplorer l'action quelquefois, je veux dire, pas très noble de ce qu'on fait des réseaux sociaux. On amplifie. D'accord? On manipule l'opinion. On grossit des faits. Des populations qui ont vécu, selon eux, au cimetière par exemple, de Port-Boué. Vous êtes des journalistes, vous êtes allés, finalement, vous avez vu le truc, que le cimetière était habité que par ceux qui doivent habiter, c'est-à-dire par les défunts. Tout cela n'est pas honorable. Je crois qu'il faut plutôt être de bons citoyens. Être de bons citoyens, accompagner l'action gouvernementale. Travailler à la quiétude des citoyens. C'est la raison pour laquelle le président de la République a d'ailleurs proposé ce concept de l'ivoirien nouveau. L'ivoirien nouveau qui est un bon citoyen, qui œuvre à la consolidation de la cohésion sociale, qui œuvre à la consolidation de la paix, qui accompagne le gouvernement en vulgarisant les actions du gouvernement, qui accompagne le gouvernement en remontant des informations crédibles au gouvernement. Vous savez que le président écoute, le Premier ministre écoute les populations. Et les membres du gouvernement que nous sommes, nous devons écouter les populations parce que c'est pour eux que moi je suis ministre de l'assainissement. Donc si je n'ai pas une information, comment puis-je, n'est-ce pas, apporter la solution qui convient? Mais si j'ai en face de moi des citoyens qui utilisent les réseaux sociaux pour manipuler, pour mentir, pour grossir des faits, je dirais comme l'autre, on va où là? Alors on a mis assez de temps sur ce premier chapitre parce que le sujet en valait la peine. Il s'agissait de parler d'assainissement, d'inondation et de déguerpissement. 3 programmes en même temps dans un seul chapitre. Et pour conclure ce chapitre, on va dire quoi, Madame le ministre, Abidjan va changer? Oui, tout va changer. Il n'y a pas qu'Abidjan, mais toute la Côte d'Ivoire. On a eu des problèmes d'inondation à terre salée dans certaines localités du pays. C'est partout qui doit changer. D'accord. C'est pour ça qu'on a aussi des schémas directeurs d'assainissement dans ces localités. Yamsokro, Boaké, Korogo, San Pedro. On dispose de schémas directeurs pour toutes ces localités. On attend juste les moyens avec la table ronde des bailleurs. C'est un important challenge. Ouais. Et les bailleurs sont déjà preneurs. D'ailleurs, ils nous demandent d'aller vite à cette table ronde. Mais tout est question de procédure. Et nous allons donc nous donner les moyens de faire une très belle table ronde, de mobiliser les ressources qui conviennent, afin que, à court, moyen et long terme, nous puissions mettre en œuvre notre lettre de politique sectorielle de l'assainissement. Et les choses vont changer, croyez-moi. Ça a changé dans le secteur de l'éducation, ça a changé dans le secteur de la santé, ça a changé dans le secteur des infrastructures, ça changera dans le secteur de l'assainissement et de la salubrité. Et la salubrité, justement, on va en parler maintenant parce que c'est dans vos nouvelles fonctions. La salubrité reste encore un point important. Absolument. C'est l'occasion pour vous de demander quel bilan faites-vous de cette opération Grand Ménage. J'ai lu quelque part qu'il s'agissait d'une opération de charme. Que répondez-vous à ce genre de propos? Je ne sais même pas s'il faut répondre à ce genre de propos. C'est comme si vous me disiez tout à l'heure, on a trouvé des Ivoiriens dans un cimetière à Port-Boué. Bon, écoutez, moi je ne vois pas pourquoi je ferais une opération de charme sur une action qui va protéger les Ivoiriens de la maladie. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit de bons citoyens. D'accord. On veut aider le gouvernement, on doit accompagner le gouvernement pour améliorer les conditions de vie. Pourquoi une politique de salubrité? Pourquoi une politique de gestion des déchets? Quand vous cohabitez avec les déchets, vous évitez la maladie chez vous. Toutes les maladies hydriques,
les maladies qu'on appelle des maladies de la main sale, la typhoïde, le paludisme, la dengue, la gale, toutes ces maladies viennent des déchets. La peste. Vous voyez pourquoi les Blancs sont accros à la propreté? Quand on dit les Blancs, je dis comme ça, parce que c'est ce que les Africains disent en général. Mais les Blancs même, vraiment, oui, parce qu'ils ont vu la peste, ils ont connu la peste, qui a ravagé des millions de personnes dans ces pays-là. Et vous voulez que nous, on attende que la peste vienne en Côte d'Ivoire pour devenir propre? Le président Ouattara dit non, nous devons être propres. Parce que si nous sommes propres, si nos quartiers sont propres, si nous avons des ouvrages modernes de gestion des déchets, nous aurons peu de moustiques. Le gouvernement fera des économies dans la prise en charge des maladies opportunistes telles que le paludisme. Nous n'aurons pas de fièvre typhoïde. Les maladies hydriques des enfants, diarrhée, etc. Tout cela sera maîtrisé. Et en faisant ces économies au niveau de la santé, on pourra investir dans les écoles, dans les centres de santé, dans les infrastructures. Parce que c'est cet argent-là qu'on prend pour soigner. Demandez au ministère de la Santé les budgets alloués à ces maladies opportunistes. Nous devons donner l'opportunité au gouvernement d'atteindre ces objectifs. Donc il faut être propre. Et puis par-dessus tout, quand on tombe malade, on peut encore être soigné et en guérir. Mais quand on n'en guérit pas, qu'on meurt, perdre des concitoyens, c'est faire regresser le développement et la croissance. C'est pour cela qu'il faut qu'on ait des Ivoiriens en bonne santé et qui soient en vie. Parce que ceux qui meurent dans ce cas-là, ce sont d'abord les enfants, les jeunes. Parce que plus en contact avec les ordures. Donc pour revenir à la problématique de la déchettion des déchets, il faut dire que pour le gouvernement, c'est une priorité. Quelles sont les mesures prises? D'abord, la réforme du secteur, sur la base d'une politique plus volontariste et moderne de gestion des déchets. Aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé, je devrais dire, sans équivoque, pour la promotion de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? L'économie circulaire consiste à faire en sorte que le déchet ait une seconde vie et que rien ne soit perdu dans les déchets, tout simplement. Par le passé, c'était l'économie linéaire qui semblait être l'option. Pourquoi? C'est-à-dire, on produit le déchet et on le retrouve dans une décharge. Aller à Kwedo, c'est ça l'économie linéaire. On produit, on vend, on jette. On produit, on jette. Et on jette où? Dans un cadre inapproprié, de manière sauvage, dans la nature. Et les mouches nous rejoignent chez nous, la maladie. Le président de la République a décidé de mettre fin à cette approche en optant pour l'économie circulaire, qui suppose qu'à partir des déchets qu'on aura produits, on puisse les récupérer, les valoriser et en faire autre chose. À partir des déchets, par exemple, pour avoir l'électricité. À partir des déchets, pour avoir du compost. Nous sommes un pays agricole. Donc tous les déchets organiques, on n'a pas besoin de les retrouver dans une décharge. On en fera du compost. Pour ce faire, il nous faut, premièrement, avoir des infrastructures modernes. Donc une décharge incontrôlée, dépassée et sauvage comme celle d'Akwedo ne doit plus être du registre des infrastructures de la Côte d'Ivoire. C'est même pas une infrastructure. Ce à quoi le gouvernement a aspiré, est-ce que le gouvernement est en train aujourd'hui de s'offrir et d'offrir aux Ivoiriens? C'est un centre de valorisation et d'enfouissement technique des déchets. Ce centre de valorisation nous permettra donc de procéder à la valorisation en énergie ou en compost de nos déchets ménagers, mais également de pouvoir enfouir de manière écologique en respectant les normes environnementales, les ultimes, c'est-à-dire ce qu'on ne pourra pas valoriser, qu'on puisse les enfouir sans danger environnemental, sans danger pour l'homme. Et ce centre-là, il existe à Kosiouin, à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord. Je serais très heureuse de vous y inviter. À côté de cela, comme c'est fini complètement, Akwedo c'est fini. Mais Akwedo va finir, oui. Parce que dès lors qu'on construit, vous savez qu'on va jusqu'au terme. Quand le président dit, il le fait. Donc aujourd'hui, Akwedo va fermer. Et je le dis sans aucune crainte. C'est quand exactement? Quand exactement? Les populations nous ont posé une question sur la page Facebook. Oui. Ces populations ont dit, applaudi le Premier ministre quand il allait pour le lancement de Kosiouin, a annoncé pour fin juillet la fermeture d'Akwedo et ces populations attendent encore. Nous sommes à mi-août maintenant. Alors oui, on va revenir, je veux dire, on va bien expliquer les choses. D'accord. La première pierre a été faite en février dernier. Et le Premier ministre a engagé l'entreprise à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait donc un plan d'urgence qui nous facilite l'utilisation de ce centre-là. Voyez-vous, en principe, les travaux sont prévus pour prendre fin en 2019, en juillet 2019, au centre de valorisation. Mais nous avons un plan d'urgence, c'est-à-dire nous sommes fixés des contraintes pour pouvoir fermer Akwedo dans des délais respectables. Pour le faire, il nous faut avoir un réceptacle pour accueillir ces déchets qui devraient aller à Akwedo, qui n'iront plus à Akwedo et qui iront donc à Kosiouin. Directement. Pour accueillir donc ces premiers déchets, il nous faut ce qu'on appelle un casier. Les casiers, ce sont des réceptacles d'enfouissement des déchets. Et dans ce qui est prévu dans ce projet, c'est la construction de 5 casiers qui permettront donc de gérer sur une période de 7 ans tous les déchets du district d'Abidjan. L'entreprise s'est engagée
à mettre à la disposition du gouvernement le premier casier au mois de juillet. J'y étais il y a 10 jours, le premier casier est disponible. Il est prêt à recevoir le déchet. Il faut combien pour démarrer? Combien de casiers? Non, avec un seul casier. Un seul casier. Ce premier casier est susceptible de recevoir les déchets pendant une période de 20 mois. Le temps pour l'entreprise de finaliser les travaux des 4 autres casiers. Mais le fait que ce casier soit disponible n'est pas suffisant pour y déverser les déchets. Dans la stratégie de collecte et de transport des déchets, il y a des infrastructures intermédiaires qu'on appelle centres de groupage et centres de transfert. Ce sont des infrastructures qui seront réalisées à Gonzague, à Port-Boué, à Djamé et à Nguédédou vers la Maka pour le centre de transfert. Pourquoi? Si vous prenez des déchets derrière Gonzague et que vous devez les envoyer à Kosiouin, imaginez le nombre de véhicules, de camions que vous devrez utiliser pour traverser tout Abidjan avec tous les risques de nuisance que cela peut comporter. Et puis naturellement, les coûts, l'impact sur le transport et les coûts de gestion de tout cela seront très importants et ça va coûter 3 fois plus à l'État de Côte d'Ivoire. D'où dans la stratégie la nécessité d'avoir des centres de groupage et de transfert. 5 seront construits sur Abidjan, 3 sont déjà disponibles, les 2 autres sont en fin donc de finalisation. Vous avez vu les contraintes environnementales et climatiques que nous avons connues avec la montée des eaux, la saison des pluies. Cela a entraîné donc un gros retard au niveau de ces centres intermédiaires. Et donc du coup, nous sommes obligés de constater avec regret le retard accusé par les entreprises en raison de la saison des pluies. Mais il ne faut pas s'affoler. Le gouvernement, en tout cas à travers le ministère, en liaison avec ces entreprises, a déjà engagé la phase transitoire qui durera les mois d'août, de septembre et d'octobre. 3 mois. Il faut le temps pour terminer les centres intermédiaires. Il faut également du temps pour que les entreprises qui arrivent avec 450 engins et matériel mobile qui vont complètement changer le paysage et améliorer notre système de collecte des déchets soient installés, les circuits soient vus, etc., etc. Donc, c'est tout un nouveau dispositif qu'il faudra mettre en place pour que les Ivoiriens, à compter donc de la fin de cette phase sans histoire, sachent où déposer leurs déchets, à quel moment déposer leurs déchets, comment déposer leurs déchets. C'est un changement radical. D'accord. Et de comportement pour les Ivoiriens et de politique de gestion des déchets pour le gouvernement qui va révolutionner ce secteur-là. Mais je vais terminer par dire que là, on parle de gestion des déchets ménagers. Mais dans la réforme, le gouvernement a entrepris la création de la NAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui n'aura plus en charge uniquement l'organisation de la gestion des déchets ménagers, mais qui pourra également organiser la gestion d'autres types de déchets, les pneus usagés, les déchets encombrants, les déchets verts, les déchets industriels, les déchets issus des hôpitaux. Tous ces déchets qui encombrent nos rues et qui encombrent malheureusement nos décharges. Ouais. Donc aujourd'hui, le gouvernement se donne les moyens de tout mettre en œuvre pour encadrer et maîtriser la gestion de tout type de déchets. Vous avez par exemple les déchets électroniques et électriques. Ouais. C'est une problématique, mais vous verrez que dans quelques mois, cela sera un vieux souvenir. On saura que faire de nos vieux téléphones portables, de notre matériel électronique, de notre matériel électrique, le matériel électroménager, les piles. L'État va gérer tout cela. Une entreprise est déjà connue, identifiée. Okay. Elle s'emploie aujourd'hui. Et croyez-moi, quand vous faites la projection, ce sont des milliers d'emplois que vous voyez dans tous ces secteurs, avec des jeunes à la tâche, au travail, un pays propre. Alors madame, je voulais insister sur la collaboration que vous avez avec les maires et le district d'Abidjan. Parce que c'est des choses dont on parle au quotidien, mais rien ne change. Si vous prenez le boulevard jusqu'à Destin ou le pont de Gaulle, entre 5h et 7h, c'est tous les jours que vous avez du sable dans les yeux ou le sable sur la chaussée, parce que les camions traversent les chaussées du nord au sud ou du sud au nord sans être inquiétés, au vu au sud des forces de l'ordre. Et c'est après, vous voyez que la chaussée est toute blanche. C'est vrai, vous faites des efforts pour la salubrité. Il y a ça. À Abidjan, il y a des quartiers où vous promenez sans trouver une poubelle, juste pour mettre un morceau de papier, un bout de papier. Je parle des communes d'Abidjan. Et il y a aussi les manques de toilettes publiques. C'est dégueulasse quand vous voyez quelqu'un qui vous tourne dos et qui est en train de faire son besoin au mur quelque part. Mais tout ça. Le pauvre mur. Il y a aussi que Nangui Abrogua. Quel est le problème? Vous avez essayé par plusieurs fois, ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez été impuissante à Nangui Abrogua, madame le ministre? Quel est le véritable problème de Nangui Abrogua? Alors vous avez posé 3 problèmes. La collaboration avec les maires, la gestion du sable et ensuite Nangui Abrogua. La collaboration avec les maires aujourd'hui, elle est bien meilleure. Le ministère... Il y avait un problème par le passé? Non, c'est vous qui avez dit. Vous avez dit qu'elle est bien meilleure? Oui, elle est bien meilleure puisque vous dites que par le passé, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous avez constaté donc des faiblesses. Oui,
Si on ne constate pas les faiblesses, on n'apporte pas de solution. D'accord. Il y avait des faiblesses, oui. C'est la raison pour laquelle la NASUR a été dissoute pour créer la NAGED. Les maires avaient, en son temps, à la création de la NASUR, nous avons découvert la NASUR en 2011, quand nous avons été nommés ministre de la Salubrité. La NASUR existait, c'est l'Agence nationale de salubrité. Et les maires n'avaient pas accepté la création de la NASUR au motif que l'État les avait dessaisis de leurs prérogatives de gestion des déchets ménagers. Tout simplement. Moi, je suis allé simplement et j'ai dit aux maires que nous sommes un secteur en crise. Et face à une crise, le gouvernement est obligé de prendre des mesures pour résorber cette crise. Première raison. Deuxième raison, c'est une question qui nécessite des coûts. Et ce secteur était déficitaire, très endetté. Tous les opérateurs que nous avons trouvés dans ce secteur avaient des créances vis-à-vis de l'État très élevées. Les dettes de l'État vis-à-vis de ces opérateurs étaient importantes. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait se mettre ensemble pour régler cette question. Avec la NAGED aujourd'hui, l'UVIC aussi et les maires sont représentés dans le conseil de gestion de la NAGED. Donc, première victoire. Ensemble, nous sommes dans un cadre de gestion des déchets. Mieux, les consommateurs y sont représentés. Donc, c'est un conseil inclusif et participatif. L'État donc a résolu le problème de la prise en charge de toutes les parties prenantes, y compris les ministères sectoriels concernés. Donc, désormais, ce sont toutes ces parties prenantes qui décideront de comment gérer les déchets. Nous pensons que cette approche nous permettra d'atteindre nos objectifs. En ce qui concerne la gestion du sable, les ministères concernés, le ministère de l'Industrie et des Mines, le ministère de la Construction, le ministère de l'Environnement ont pris des mesures pour interdire l'extraction du sable dans le district d'Abidjan. Il faut aller en dehors pour extraire du sable. Et là encore, première difficulté, incivisme, indiscipline. Et le transport de sable doit se faire également selon des normes. Ne pas transporter le sable mouillé. Bien bâcher le camion. Là encore, vous le constatez avec moi, indiscipline, incivisme. Il s'agit tout simplement de faire respecter la réglementation. Et deuxièmement, de tous nous mobiliser pour que chacun fasse sa part. Vous avez parlé des collectivités, des maires, mais il faut parler aussi de la police qui, de plus en plus aujourd'hui, sanctionne tous ceux qui transportent ce sable et qui salissent nos rues. Donc, ce sont des initiatives qui seront accentuées, renforcées pour nous permettre donc d'avoir aujourd'hui un nouveau paysage. Au ministère du Transport également s'est engagé à faire en sorte que les transporteurs du sable donc, soient mieux formés, soient mieux informés également, mieux sensibilisés, à faire en sorte également, vous savez que le ministère des Transports a mis en place une politique de renouvellement du parc auto. Ce parc auto prend en compte également tous ces camions qui sont totalement dépassés, hors d'usage. Donc, il faut accompagner, parce que et rappeler aussi que nous sortons de crise, de longues crises, les Ivoiriens ont été éprouvés financièrement. Tout cela a fait que l'État a été plus ou moins conciliant. Mais là, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les choses changent, la donne change, et je pense que ça ira de mieux en mieux. Par rapport aux forces de l'ordre, justement, il faut arriver à ce qu'elles s'auto-saisissent. Il ne faut pas attendre qu'on leur dise il faut arrêter ce camion ou il ne faut pas arrêter ce camion. C'est ça. Parce que le civisme, là, ça dépend pas seulement des populations. Même l'autorité des forces de l'ordre doit faire appliquer le civisme. Oui, je dois faire mon travail. Oui, vous êtes d'accord. C'est pour cela d'ailleurs que moi je voulais saluer d'ailleurs l'action du ministre de l'Intérieur qui a créé justement chez lui, au ministère de l'Intérieur, une brigade chargée de la lutte contre les incivilités. Et nous avons salué cette brigade-là, chargée de la lutte contre les incivilités, qui n'existait pas par le passé. Mais à problème nouveau, politique nouvelle, décision appropriée. Et aujourd'hui, c'est une brigade qui travaille à accompagner justement le gouvernement dans l'éducation, la sensibilisation des populations et qui travaille exclusivement à lutter contre ces incivilités-là. Donc, la réponse est toute trouvée. Aujourd'hui, il s'agit donc de persévérer. Mais vous savez aussi que les mauvaises habitudes, comme malheureusement la peau dure, et que c'est à force de persévérance, c'est à force d'insistance qu'on peut réussir à obtenir des résultats. C'est la raison pour laquelle, pour rebondir à la question sur le grand ménage, indiquer que le grand ménage s'inscrit dans une stratégie globale de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Le même pour la semaine de la propriété aussi. Exactement. Ce sont des initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour emmener l'Ivoirien à être un Ivoirien nouveau et apprendre à vivre autrement dans son cadre de vie. Savoir que la propreté, là, c'est l'affaire de tous. La propreté, ce n'est pas seulement Madame la ministre de la Salubrité, ce n'est pas seulement le maire, le président du conseil régional, ni le gouverneur. La propreté, ce n'est pas seulement Paul Philippe qui sensibilise à partir de son micro de Radio Côte d'Ivoire. La propreté, ce n'est pas seulement la femme qui est dans le marché, mais c'est tous les citoyens. Vous dites, je n'ai pas de poubelle. Quand je sors dans la rue,
Il y a des endroits où je ne vois aucune poubelle. Oui, Paul Philippe, c'est possible. J'ai été au Rwanda, je n'ai vu aucune poubelle dans la rue. Donc, on peut ne pas avoir de poubelle dans la rue. Parce que les poubelles doivent être dans la maison, pas dans la rue. Et donc, lorsque j'utilise mon papier mouchoir parce que j'ai transpiré et que je ne trouve pas de poubelle, est-ce que je suis obligé de jeter ce papier dans la rue? Je suis le propriétaire de mon déchet. Et dans ces conditions, je prends l'option de garder mon papier en poche, dans mon sac à main, jusqu'à rencontrer une poubelle. Si je n'en trouve pas sur mon chemin, j'en trouverai une chez moi à la maison. Mais cette mesure d'accompagnement pourrait accélérer les choses. Oui, elle peut aider. Voilà, elle peut aider. Mais on n'aura pas une poubelle dans la rue pour un citoyen. D'accord. Donc je préfère me mettre moi dans la tête que je jette mon déchet seulement quand je rencontre une poubelle. Okay. Mais vous verrez qu'avec les nouveaux opérateurs, des efforts seront faits en la matière. Donc l'éducation, je reviens encore, l'éducation, la sensibilisation de l'éducation au changement de comportement, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est la raison pour laquelle, avec l'éducation nationale, au-delà du grand ménage, au-delà de la semaine nationale de la propreté, la quinzaine de l'environnement aussi, qui rejoint cette initiative du ministère de la Salubrité, vous avez également une initiative prise avec l'éducation nationale pour les tout-petits, afin donc de les éduquer également à gérer leurs déchets et à vivre dans un cadre de vie propre et sain. Cette politique qui fait d'eux des ambassadeurs de la propreté. Mais tant qu'on n'aura pas une mobilisation globale, comme on l'a fait pour le grand ménage, avec une journée d'engagement national qui a été parrainée par Madame la Première Dame, vous vous en souvenez, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes se sont engagés. Mais cet engagement ne doit pas s'arrêter. Ça doit continuer, de telle sorte que les Ivoiriens apprennent à vivre autrement. Et s'arrête un jour dans le mois, le premier samedi de chaque mois, pour regarder les alentours de leur quartier, de leur lieu d'habitation immédiat, regarder les herbes qui poussent autour des maisons, désherber, nettoyer le caniveau devant ma maison. C'est ça la citoyenneté, l'amour de son pays. J'aime mon pays, j'en prends soin. C'est mon bien, j'en prends soin. C'est cela, l'idée du grand ménage. D'accord, merci Madame le ministre pour ces éclairages. Eh bien, si on parlait un peu du casse-tête Nangui Abrugwa, oui. C'est quoi véritablement le problème? Alors, Nangui Abrugwa, d'abord, c'est une rue marchande. Tout est marché à Nangui Abrugwa. Le grand marché d'Adjamé, aujourd'hui, ne suffit plus. Vous avez les commerçants, les petits vendeurs, jusque sur la chaussée. Tout est marché. Alors, là où vous avez cette surpopulation-là, due au marché, vous avez également une surproduction de déchets. En principe, les entreprises de collecte des déchets font la collecte une fois par jour, dans la nuit. Mais sur Nangui Abrugwa, nous les avons obligés à faire la collecte 3 fois par jour. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que lorsque les commerçants sont sur la chaussée, aucun véhicule ne peut circuler. Ils refusent même que les camions aient accès au point de collecte. L'année dernière, nous avons décrété une journée Nangui Abrugwa sans circulation, sans marché. Et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les commerçants de Nangui Abrugwa qui ont accepté d'accompagner le ministère. C'était un lundi, sans activité commerciale. Et dès 5 h du matin, l'opération de propreté de cette belle avenue de l'époque a été effectuée. Ça n'a même pas suffi. Il a fallu continuer le lendemain. Tout le monde a aimé parce que les camions ont eu accès. Grâce aux forces de défense et de sécurité, police nationale, gendarmerie, tout a été bloqué, fermé à la circulation. Nous avons nettoyé Nangui Abrugwa. Nous avons dégagé les voies. Le ministre des Infrastructures, alors, le ministre Amédée, était là, avec nous-mêmes. Donc c'est possible. C'est possible. Il faut trouver des solutions définitives. Premièrement, aux besoins exprimés par les populations au marché. C'est ce que ça veut dire. On veut un marché. Premier besoin. Deuxièmement, changer de comportement. Quand on vous donne des sites dédiés à des marchés, il faut accepter d'y aller. Il y a des commerçants qui disent non, moi c'est ici là, je gagne mieux. Je préfère rester là. Je refuse d'aller à tel marché. En son temps, le marché, le forum des marchés était, si vous voulez, les niveaux supérieurs, premier et deuxième niveau, étaient vides. Le maire a même décidé d'offrir gracieusement les places. Personne n'est allé s'inscrire. Donc c'est toute une éducation qu'il faudra faire pour que les populations changent de comportement. Troisième approche, il faut éviter les installations anarchiques et permettre aux opérateurs de faire leur travail. La sanction, on va sanctionner. Donc Nangui Abrugwa, c'est possible, Paul Philippe, mais ça ne va pas se faire avec gaieté. Je retiens que la meilleure solution dans tout ce combat que vous menez, c'est le changement de mentalité. Exactement. Mais j'ai bien peur parce qu'il s'agit de travailler sur l'être humain. C'est la raison pour laquelle
Premièrement, il faut s'inscrire dans la durée, ne jamais se décourager et puis obtenir la mobilisation de tous. Mais surtout, l'engagement individuel. Que chacun soit le gardien de l'autre, que chacun soit le gendarme de l'autre. Il y a des quartiers qui ont réussi cela. Premier exemple, à Baoulé, c'est pas un quartier résidentiel, c'est un village. Leur expérience, ils vous expliquent comment d'abord la communauté s'est mobilisée à travers sa chefferie. Donc ses décideurs, pour bâtir un règlement, un mode de vie, une sorte de règlement intérieur qui a été imposé à tous. Embellissement des devantures de vos maisons, ravalement des façades extérieures de vos bâtiments. Ah bon, Baoulé, c'est une réalité. Les rues sont bien tracées, aucun caniveau n'est bouché. Un autre exemple, cette fois-ci, dans un quartier dit résidentiel, Génie 2000, des hauts cadres de l'administration qui y vivent, les caniveaux bien propres, embellissement devant chaque maison, les bâtiments propres, ravalés de façon périodique, comportement citoyen, ménage organisé par la communauté des habitants de ce quartier. Résultat, Génie 2000 a toujours été le quartier le plus propre d'Abidjan. Aujourd'hui, ils sont déclarés hors concours. Dernier exemple, cette fois-ci, dans un quartier populaire, 13 avenue 11, où des Ivoiriens qui ont entendu la politique du gouvernement, qui ont entendu l'appel à la mobilisation et à l'engagement national, se sont mobilisés. Ils ont dit, mais nous, on peut améliorer notre cadre de vie. L'avenue 11 aujourd'hui. Ils se sont eux-mêmes cotisés, c'est-à-dire chaque ménage a produit un pot de peinture. Les jeunes ont balayé les quartiers, sensibilisé et ils ont repeint de manière gratuite tous les bâtiments de cette avenue. Ils ont choisi des couleurs. Donc leur avenue a une âme, a une couleur. Ils sont propres. Personne ne jette rien. Oui, même les enfants qui ramassent les choses pour les mettre dans des poubelles. C'est vrai, nous avons soutenu un peu plus tard pour leur mettre à disposition des poubelles, etc. Mais ils avaient fait avec les moyens de bord. C'est cela, l'engagement national. Parce que nous, on le dit au ministère, la propreté, c'est l'affaire de tous. Parce que tous engagés et tous concernés. Donc chacun doit être le gendarme de l'autre. Chacun doit interpeller l'autre. Mon ami, ne jette pas, ça ne va pas lui plaire, mais dis-le lui. Si nous le faisons progressivement, on changera de mentalité. Lorsque vous verrez quelqu'un s'arrêter dans la rue, devant un arbre, et puis se mettre à l'aise comme vous dites, il faut vous arrêter. Et moi, je le fais tous les jours. Quand je vois, et ça, c'est les chauffeurs de taxi, ils sont champions en la matière. Je leur lance un appel pour leur dire qu'il faut changer de comportement. Ils s'arrêtent, le pauvre arbre. Il aurait pu tout simplement s'arrêter dans une station-service ou prendre ses dispositions avant de sortir de chez lui. Tout simplement, quand vous arrivez dans un lieu d'habitation, vous rendez visite à quelqu'un avant de partir. Mon frère, est-ce que tu as des toilettes? Est-ce que je peux... Voilà, simplement. Et je leur pose la question. Il me dit, non, madame, vraiment, ça m'a coincé. Je dis, d'accord. Mais toutes les femmes que tu vois passer dans la rue, là, qui s'arrêtent? Ce serait un spectacle désolant si les femmes s'arrêtaient un peu partout comme ça dans la rue. Mais parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas structurées comme les hommes. Donc, elles prennent leurs dispositions. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de prise de conscience et c'est une question d'engagement. Et nous pouvons y arriver. Ok, malheureusement, notre émission tire à sa fin. Madame, il faut qu'on dise un mot quand même des sachets plastiques. Ah oui. Oui, parce que là, il y a eu beaucoup de textes. J'allais dire même, on dit aussi beaucoup de paroles autour de ce phénomène des déchets plastiques. Le décret a été pris. Depuis 2013. 5 ans après. Bon, on est toujours à l'état. Et beaucoup de résultats aussi, il faut le dire. Ah, on a eu des... Ah oui. Ah, d'accord. Et je vais vous en parler. D'accord, parlez-nous-en, madame le ministre. Alors, les sachets plastiques, il faut dire non aux sachets plastiques. Voyez-vous, les dégâts sont énormes. Il y a une étude d'ailleurs qui nous dit, j'ai été ministre de l'Environnement, que si on y prend garde, dans les 30 prochaines années, nos océans seront seulement habités par les sachets plastiques. Parce que les poissons qui mangent des sachets plastiques vont tous mourir. Deuxième exemple, nos ouvrages d'assainissement sont chaque jour envahis et abîmés par les sachets plastiques. La semaine dernière, quand vous allez au bassin à l'Indénié, au niveau de la CIE, je vous invite à vous arrêter et vous allez voir un dispositif qu'on appelle le dégrilleur. Le dégrilleur, c'est une sorte de grille qui permet de piéger les déchets. 90% qui sont les déchets plastiques qui sont charriés donc pendant les pluies ou par les eaux usées qui se déversent dans les canalisations d'eau de pluie, qui arrivent donc dans ces bassins qui ont été faits pour retenir les eaux, mais également pour piéger les déchets afin de les empêcher d'aller dans la lagune et de se retrouver à la mer. Croyez-moi, la pression des déchets plastiques pendant la saison des pluies a abîmé ce dégrilleur. En 2016, quand j'avais été ministre de l'Assainissement, le dégrilleur avait été réparé pour la coquette somme de 300 millions de francs CFA. Un seul dégrilleur. Et nous en avons plusieurs. Et là, on a dû le retirer carrément pour trouver une solution d'urgence avant le mois de septembre. Si nous n'avons pas de dégrilleur, le dispositif va prendre un coup. Troisième dégât des sachets plastiques, ce sont les animaux. Allez demander à nos populations qui font l'élevage des animaux, qui élèvent les animaux. Lorsque les animaux mangent le plastique,
ils en meurent. Et bien souvent, vous avez vu que des baleines se sont retrouvées dans la zone du Grand Bassam, d'Adiaké, etc., en zone côtière. Mais lorsqu'on procède aux autopsies, ce sont les sachets plastiques qu'on retrouve à l'intérieur. 5e dégât, sachet plastique, les conséquences sur la santé humaine. Le sachet plastique, quand vous regardez son mode de fabrication, on y met les repas chauds et ça nous rend malades. Ça nous donne le cancer. Aucun gouvernement responsable ne peut accepter plus longtemps le désastre de ces sachets plastiques sur l'environnement et sur la santé humaine et animale. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris cette mesure, pour lutter contre ces sachets plastiques. C'est une mesure à saluer. Je vous ai dit que nous avons de grandes avancées dans toutes les grandes surfaces. À toutes les caisses, vous ne verrez pas un seul sachet plastique. Vous verrez que des sacs réutilisables. Allez dans nos boulangeries, dans nos pharmacies, vous verrez des sacs à usage multiple ou des sacs papier qui se dégradent, qui se détériorent, tout simplement. Ce sont des avancées. Quand vous allez chez nos couturiers, les stylistes aujourd'hui, dans les pressings, ce sont des sacs réutilisables en tissu qui sont utilisés. Donc nous devons faire la promotion de ces alternatives aux sacs plastiques. Malheureusement, nos frères les boutiquiers du quartier ne sont pas encore mis à l'évidence qu'il faut changer de comportement. Je crois que les petits boutiquiers, notamment ceux qu'on appelle les Mauritaniens, ils n'utilisent plus les sachets plastiques. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais là où on a le problème, c'est dans les marchés. La confection de sachets d'eau. Ce sont ces petits sachets qui détruisent, qui salissent, qui dégradent notre environnement. Il y a quelque chose à faire à ce niveau. Donc nous devons lutter contre la fabrication illégale et contre l'importation illégale de ces sacs plastiques. Alors, vous l'avez dit, c'est là les deux points d'achoppement. Importation, fabrication. Voilà. Et donc... Et c'est là où on regarde le gouvernement. Oui, on regarde le gouvernement, on regarde aussi le citoyen qui fabrique de façon illégale. Ce n'est pas le gouvernement, hein. Dans les quartiers, dans les habitations privées, dans les maisons, en tout cas, quelquefois dans les chambres, dans les salles d'eau, où on fabrique des sachets d'eau avec l'eau courante. On l'a vu, on saisit. Mais si vous avez des complicités, si on se cache dans vos maisons pour aller faire des perquisitions dans vos maisons, etc., c'est toute une procédure. Donc, nous devons être d'abord de bons citoyens pour respecter nos lois et réglementations. Donc, ce n'est pas le gouvernement uniquement, c'est nous tous. L'importation illégale, c'est aussi le concitoyen. Donc, je profite de votre micro pour dire aux Ivoiriens qu'il s'agit là d'une mesure salutaire. Et vous avez vous-même tout à l'heure évoqué donc des bons exemples dans la sous-région. Quand vous allez au Rwanda, puisque tout le monde aime citer ce pays, mais vous n'avez aucun sachet plastique là-bas. Si vous y entrez avec votre sachet plastique, on vous demande de laisser votre sachet plastique dans la poubelle, à l'aéroport, et on vous propose une alternative. Alors, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'il est temps qu'on sanctionne. Et on sanctionnera. J'aime bien la sanction, mais je veux en même temps changer la donne de façon durable et définitive. C'est la raison pour laquelle je considère qu'on peut se passer de sanctions. On peut faire en sorte que l'Ivoirien lui-même comprenne et décide de son propre chef de changer de comportement. Et alors, on s'inscrira dans la durabilité. C'est la meilleure des approches. C'est la raison pour laquelle nous devons nous inscrire dans la durée. Mais après tout ce temps de sensibilisation, nous serons malheureusement obligés d'accentuer la sanction. J'en profite pour leur dire que nous devons ensemble revoir notre mode de gestion de ces sachets plastiques qui nous ruinent d'ailleurs. Et je l'ai dit pour terminer sur ce point à nos bonnes mamans. Quand vous allez au marché chaque jour et que vous achetez un sachet plastique à 100 francs, au bout de 30 jours, vous vous retrouvez avec 3 000 francs de dépenses. 3 000 francs par mois, au bout d'un an, imaginez ce que vous auriez pu investir pour votre famille, pour votre enfant. Au lieu de vous empoisonner avec ce sachet plastique, de détruire, de contribuer à la destruction des ouvrages d'assainissement, de notre environnement, de nos océans, en enrichissant quelqu'un qui détruit lui-même son pays et le monde. Nous devons faire le bon choix. Utiliser les emballages réutilisables. Vous avez des corbeilles. Par le passé, on avait des corbeilles en oseille qui étaient très bien, que les mamans utilisaient, les grands-mères ont utilisé pendant des décennies. Quand vous êtes une femme méticuleuse, votre panier là, de la ménagère, vous l'utilisez pendant des dizaines et des dizaines d'années. Quand vous êtes méticuleuse, vous conservez bien. Par le passé, l'attiqué était vendu dans ce qu'on appelait les feuilles d'attiqué. Et c'était tout aussi agréable. Par le passé, même la tomate en détail sur le marché était conditionnée dans des feuilles. C'est écologique. Ça ne présente aucun danger pour la santé de l'homme. Pourquoi ne revenons pas nous à nos bonnes vieilles anciennes habitudes? C'est une option. Ça marchait par le passé. Moi, dans mon enfance, j'ai jamais vu des sachets plastiques. Et pourtant, je mangeais l'attiqué au même rythme que ma fille, au même rythme que les enfants ivoiriens aujourd'hui qui aiment l'attiqué. Est-ce qu'on a besoin de
mettre la ticket dans un sachet plastique. Il faut qu'on revoie tout ça. Nous devons nous revoir. Nous devons revoir notre mode de gestion de notre quotidien. Nous devons revoir notre rapport avec le sachet plastique. De nombreux pays de la sous-région viennent prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une expérience qui paie au fur et à mesure, tout doucement, mais nous y arriverons. J'en suis convaincu. Et finalement, merci. Madame le ministre, avec vous, on pourrait aller jusqu'à 17h, tellement il y a dit sur ces sujets que nous avons abordés. Comme à l'ouverture, on vous permet aussi de conclure cette émission. Vous avez dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il est toujours important de rappeler à l'Ivoirien le comportement qui devait être le sien quand le gouvernement fait déjà des efforts. Madame le ministre, on vous attend pour la conclusion. Merci Paul-Philippe, merci Bakayoko, merci à Radio Côte d'Ivoire et à tous ces journalistes qui sont venus donc donner cette opportunité au gouvernement de présenter aux Ivoiriens notre approche de gestion de l'assainissement et de la salubrité. Nous sommes venus partager notre vision et dire aux Ivoiriens que nous pouvons y arriver ensemble. Nous pouvons vivre autrement. Je voudrais également dire aux Ivoiriens que vivre dans un cadre de vie sain est extrêmement important pour le bien-être, tout simplement, et pour la santé. Il y a d'ailleurs un adage qui dit « Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Tu viens d'un pays sale, je te dirai que tu manques d'ambition, que tu manques de volonté, que tu es paresseux, tout simplement, je te dirai que tu ne travailles pas. » Vivre dans un pays propre, dans un pays sain, c'est vivre dans un pays au travail. Un pays avec des citoyens debout, parce qu'en bonne santé. Un pays qui sait attirer des investisseurs. Un pays qui sait accueillir. Hospitalier comme notre pays l'est, nous le disons dans notre hymne national. Je veux dire aux Ivoiriens que nous devons vivre autrement. Parce que le président de la République a su repositionner notre pays au rang des grandes nations de ce monde. Nous pouvons continuer d'y travailler pour faire de la Côte d'Ivoire un pays phare d'Afrique. Nos jeunes vont ailleurs dans le monde, en Europe notamment, prennent des risques, meurent dans la Méditerranée parce qu'ils rêvent de vivre dans de jolis pays. Ils rêvent de vivre à l'aise, ils rêvent à un bien-être. Ce bien-être, nous pouvons l'offrir à notre jeunesse ici. Il suffit tout simplement d'améliorer ce cadre de vie, de le rendre attractif, beau, sain. Et en y travaillant, nous créerons des emplois. Nos jeunes n'éprouveront plus le besoin d'aller ailleurs. Parce que quand ils vont ailleurs, ce qu'ils font, c'est travailler dans l'assainissement, c'est travailler dans la salubrité, balayer les rues, nettoyer les égouts, collecter les déchets. Et si on le faisait pour nous-mêmes ici? Ce qu'ils ne feront pas ici. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sot-métier. Et d'ailleurs, travailler à l'amélioration du cadre de vie, quoi de plus noble et de merveilleux, de plus beau. Croyez-moi, lorsque au soir de votre journée, vous avez fini de travailler et que vous voyez ces caniveaux propres, beaux, ces maisons embellies, agréables, vous voyez ces plantes dans ces rues qui sont embellies, quand vous voyez cette netteté, vous êtes fiers. Fiers d'avoir travaillé, d'avoir ce travail visible. Fiers d'améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Fiers d'être Ivoiriens tout simplement. C'est ce sentiment qui doit habiter chacune et chacun d'entre nous. Et je veux dire aux Ivoiriens que seul, je n'y arriverai pas. La volonté du président de la République, son engagement seul, ne suffiront pas. Les ressources seront mises à la disposition et le sont déjà. La détermination du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement seul ne suffira pas. C'est ensemble, tous, en ville, comme dans la campagne, que nous devons nous mobiliser pour respecter les normes, pour mettre en œuvre nos politiques, pour respecter nos lois et réglementations, pour répondre aux appels récurrents du gouvernement, pour être de bons citoyens, des Ivoiriens nouveaux qui aiment leur pays et qui répondent à l'appel du gouvernement. Je veux rêver de cette Côte d'Ivoire avec tous ceux qui m'écoutent et leur dire ensemble, tenons-nous la main, aimons notre pays, travaillons à le rendre beau et sain. Je suis convaincu que nous en serons tous gagnants. On ne peut pas avoir meilleure conclusion, mesdames et messieurs. Merci, madame le ministre. On va vous accompagner dans cette nouvelle mission, n'est-ce pas, assainissement et salubrité. Je pense que c'est 2 programmes entiers. On est là, Radio Côte d'Ivoire et l'ensemble de la radiodiffusion ivoirienne, pour ne pas de la RTI, pour vous accompagner sur le chemin de l'émergence. Infiniment merci à tous ceux qui nous ont facilité la tâche par rapport à cette émission. Monsieur le directeur général du CICG, merci beaucoup. Merci à vos collaborateurs. Merci à nos amis de Fraternité Matin de l'AIP de RTI 1. Merci à la communication de madame le ministre Ouloto. Merci à ses collaborateurs. Cette émission a été réalisée par Eddy Mousson, supervisée par madame Koulibaly, directeur de Fréquence 2, assurant l'intérim de madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire. Adama, merci. Merci Paul-Philippe. Paul-Philippe, à très vite.